En République démocratique du Congo, la reconnaissance de culpabilité de Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique en 2002-2003, hier par la Cour pénale internationale, ne laisse pas indifférent. Certains accusent même la CPI de ne pas être objective envers les Africains. Quelques réactions qui nous viennent de Kinshasa. Nous sommes très déçus de cette continuité de l'injustice internationale. Nous déplorons qu'aujourd'hui, que la CPI puisse affirmer que c'est une institution politique. Une institution politique qui joue le jeu des politiciens. C'est regrettable parce que tout a été dit, sauf le droit. Donc c'est une cour politique raciale pour le noir. Que cette cour cesse de qu'ils disent vraiment le droit. Le doute que Moroné a fait pendant 8 ans, sans apporter de preuves matérielles. Si ce procès a duré pendant 8 ans parce que tu n'as pas apporté les preuves matérielles. Et le principe international dit du droit dit que le doute profite à l'accusé. Donc normalement le procureur Fatima Bensouda devait prononcer un non-lieu contre Jean-Pierre Bemba. C'était lui qu'on soutenait vraiment. Moi je suis de l'IDPS, je l'avais soutenu. Mais il nous avait trahis. Il a voulu avoir de l'argent pour laisser les autres au pouvoir. Hein? Et ça c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas. Qu'on l'arrête, qu'on le libère, que moi c'est pas mon problème. Il n'a pas fait, il s'est fait vraiment un politicien. Il n'a pas été pour nous le peuple congolais. Jean-Pierre Bemba est innocent. Il a juste envoyé ses militaires en Centrafrique. Mais ils étaient sous le contrôle de l'armée centrafricaine et de ses dirigeants. Mais pourquoi on veut le condamner pour un motif non valide? Et pour faire le point sur ce verdict de la Cour pénale internationale, nous sommes en relation avec le journaliste Joshua Massaranti qui a suivi ce procès à La Haye aux Pays-Bas. Joshua, bonsoir. Joshua, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Joshua, est-ce que vous êtes là avec nous? Joshua? Allô? Alors, il semblerait que nous ayons des petits problèmes techniques. Joshua, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, bonsoir. Je pensais qu'on vous avait perdu. Alors, je voulais revenir avec vous sur le caractère singulier de ce procès. C'est la première fois que la CPI devait statuer sur la responsabilité pénale d'un accusé en tant que commandant militaire pour des crimes commis par ses troupes dans un autre pays. À aucun moment, pourtant, l'accusation n'a pu prouver qu'il avait directement ordonné ces crimes en Centrafrique. Alors, comment s'explique ce verdict ? Alors, ce verdict s'explique par le fait que, et je cite, si vous voulez, les propos reportés par la juge principale de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, donc le juge Steiner, c'est qu'elle soutient que Bemba, si vous voulez, avait, et je la cite, le contrôle effectif sur les troupes qui ont commis les crimes. Elle a par exemple rappelé qu'il a sélectionné les 3 bataillons qui devaient partir et qui sont partis combattre en Centrafrique. Il est en communication régulière avec les officiers qui étaient sur le terrain, dont notamment le commandant en chef Mustapha. Il contrôlait les fonds du MLC. Bref, son était en contact permanent, son QG Bazat Adolit était en contact permanent avec les commandants qui étaient sur le terrain, dans les divers endroits sur lesquels, on va dire, les crimes se sont... Joshua, vous m'entendez? Allez-y. Alors la communication, me semble-t-il, nous a laissé. On part directement sur la Libye, où les représentants des pays voisins de la Libye, étaient réunis à Tunis aujourd'hui, objectif coordonner leur stratégie envers ce pays, un pays en proie au chaos qui a permis à différents groupes extrémistes, dont l'organisation État islamiste, de s'implanter. Les représentants de la Tunisie, l'Algérie, le Soudan, le Tchad et le Niger ont apporté leur soutien à la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union, mis en place sous l'égide des Nations Unies. Un gouvernement toutefois non reconnu par les 2 parlements rivaux qui se divisent le pays. La Tunisie a également renouvelé son opposition à toute intervention militaire en Libye. Écoutons les différents acteurs de cette réunion qui insistent tous sur l'urgence de mettre en place une solution politique afin de contrer l'influence djihadiste grandissante dans le pays. La situation sécuritaire, humanitaire et économique difficile en Libye nous impose à tous davantage de coordination et de redoubler d'efforts pour trouver les moyens de mettre fin à la souffrance du peuple libyen.
Les groupes terroristes continuent à tirer profit des divisions politiques et les Libyens, ainsi que les peuples voisins, continuent à en subir les conséquences. La situation humanitaire continue à détériorer à Tripoli et à Benghazi en particulier. Nous ne voulons pas que notre pays devienne un foyer de troubles, un incubateur et exportateur de terroristes dans la région, risquant de menacer la sécurité nationale de vos pays et du monde. Ce qui s'est passé récemment à Ben Guerdane est une preuve de la détérioration de la situation et de son danger. Les événements regrettables qui ont eu lieu aujourd'hui à Bruxelles sont une nouvelle preuve que le terrorisme n'épargne personne. Alors, la régie m'informe que nous avons retrouvé la communication avec Joshua Massaranti. Vous êtes avec nous? Oui, allô? Oui, allô. Alors, vous étiez en train de... Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, vous étiez en train de nous expliquer le pourquoi de ce verdict. Alors voilà, le pourquoi de ce verdict, c'est que fait, ils retiennent que, au bout du compte, Bemba avait le contrôle effectif sur les troupes qui ont commis les crimes et qu'il n'a rien fait, ou il a fait trop peu pour empêcher les massacres et surtout pour punir les auteurs de ce massacre. Et c'est pour cette raison précise qu'il a été jugé coupable, on le rappelle, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Très bien, alors ce n'est pas pour autant encore l'épilogue de ce procès, puisque la défense peut encore faire appel de la décision. Que peut-il se passer? Effectivement, j'ai eu tout à l'heure le collège de la défense au téléphone. Ils m'ont dit, enfin un des membres du collège m'a dit qu'ils n'ont pas encore décidé si faire appel ou non. Ils ont un mois pour le faire. Très bien. Et un mot rapide à présent sur la polémique qui entoure l'essence même de cette cour, la Cour pénale internationale. Sur 23 affaires traitées par la CPI, 7 pays ont été concernés. Et ce ne sont que des Africains. Et c'est seulement au mois de janvier que la CPI a annoncé l'ouverture de sa première enquête hors d'Afrique. Vous êtes longuement entretenu avec la procureure Fatou Bensouda. Comment explique-t-elle cela? Alors effectivement, c'est un paradoxe, puisqu'il faut le rappeler, les pays africains avaient été les grands promoteurs de la naissance de cette Cour pénale internationale. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve avec de très nombreux personnalités qui finissent sur le banc des accusés qui sont africains. Alors aujourd'hui, j'en ai discuté et je posais la question à nouveau au procureur Bensouda qui essaye de se défendre tant bien que mal en rappelant par exemple, bon voilà, maintenant les choses changent, j'ai demandé qu'on ouvre une procédure par exemple en Géorgie, mais je pense qu'aux yeux des Africains c'est trop peu. Il faut d'autres enquêtes qui sont ouvertes sur d'autres pays qui ne soient pas africains. Merci Joshua Massaranti, je rappelle que vous êtes journaliste, merci à vous. Merci. Au Mali, suite à une tentative d'attaque qui visait le UTM Mali, la mission militaire de l'Union européenne à Bamako, hier soir, la police a indiqué qu'elle était toujours à la recherche de l'un des assaillants. En fuite, il serait blessé. Hier, vers 18h30, des hommes armés ont tenté de s'attaquer à un hôtel qui abrite la mission militaire de l'Union européenne qui forme l'armée malienne. Après un échange de tirs, l'un des assaillants a été tué. Selon la police, il s'agit d'un garçon d'environ 16 ans. La police ignore toujours le nombre de personnes qui ont participé à cette attaque. Souvenez-vous, le 14 février, une jeune tchadienne est violée par des fils de dignitaires qui ensuite mettent en ligne le calvaire de la victime. S'ensuit une série de manifestations d'une opposition publique choquée et l'arrestation des 5 violeurs et de 4 de leurs complices. Depuis peu ou pas d'avancée dans le dossier. Arrivée en France il y a une semaine, Zouara, la jeune victime, souhaite y mener son combat jusqu'au bout, car pour elle, au Tchad, il n'y a pas de justice. Et vu qu'au Tchad, il n'y a pas de justice, bon, même s'ils disent il y a ou je crois pas trop. Donc je suis venue ici pour chercher la justice. Au début, je parlais pas, je disais rien. Et après, quand je vis tout le monde m'est soutenu et tout, je me suis dit pourquoi pas parler, dire, me battre, quoi. Parce qu'il n'y a pas que moi, je suis pas la seule victime. Il y a d'autres femmes qui ont été violées, des filles que je connaisse. Et ils sont restés anonymes, ils n'ont rien dit. Nous demandons au public.
Nouvelle dans le domaine de la santé. Une résurgence du virus Ebola en Guinée a fait au moins 5 morts ces dernières semaines dans le sud-est du pays. Outre les victimes, 816 personnes recensées dans le 105 ménages auraient pu entrer en contact avec le virus. Ils ont été mis en quarantaine pour une période de 21 jours afin de limiter la propagation du virus. Face à cette situation, le Libéria a décidé de fermer une partie de sa frontière avec la Guinée dans la zone concernée. C'est le 3e titre de ce journal. La Belgique touchée par des attentats terroristes revendiqués par le groupe État islamique. Au moins 34 personnes ont été tuées ce matin dans 2 attaques qui ont également fait plus de 200 blessés. Selon les derniers éléments de l'enquête, 2 bombes explosent dans l'enceinte de l'aéroport international de Bruxelles ce matin vers 7h GMT. 14 personnes perdent la vie. Peu après 8h GMT, c'est le cœur du quartier européen de Bruxelles qui est touché après une explosion dans la station de métro de Malbec. On dénombre une vingtaine de décès et 106 blessés. Écoutons Charles Michel, le Premier ministre belge. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats aveugles, violents et lâches. Je voudrais vous indiquer que dans ce moment de tragédie, dans ce moment noir pour notre pays, plus que jamais, je veux appeler chacun à faire preuve de calme, mais aussi de solidarité. Nous sommes confrontés à une épreuve difficile, et nous devons faire face à cette épreuve en étant unis, en étant solidaires, en étant rassemblés. Et pour faire le point sur la situation, nous sommes en direct depuis Bruxelles avec le chef du bureau Vox Africa Belgique, Eric Nindou. Bonsoir. Eric, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Eric, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Eric, bonsoir. Alors la régie m'informe que nous avons des petits problèmes techniques. Nous reviendrons avec Eric dès que la communication sera rétablie. Direction le Nigeria, dans le nord-est, Martial Kikou parcourt inlassablement les chemins tortueux du parc national de Yankari. Son but, retrouver les derniers lions du pays qui se font élusifs. Reportage. Tous les matins depuis une semaine, Martial sillonne les pistes de la réserve de Yankari, dans le nord-est du Nigeria. Accompagné par une équipe de rangers, ce scientifique venu du Bénin est à la recherche des derniers lions du pays. Une traque sans succès pour l'instant, le roi de la savane reste introuvable. La situation n'est pas terrible et elle n'est pas bonne pour les lions. Nous pensons qu'il n'en reste que très peu, peut-être 1 ou 2 familles de lions qui vivent quelque part autour de la rivière. Le lion d'Afrique de l'Ouest est en voie d'extinction. Il en resterait une trentaine au Nigeria et à peine 400 sur l'ensemble de la région, contre plus de 23 000 dans l'Est et le sud du continent. Le recensement mené par Martial Kiki devrait permettre d'attirer l'attention sur la situation de ce félin unique en Afrique et aider à sa protection. Cela va nous aider à attirer l'attention sur Yankari, pour que la communauté internationale comprenne que oui, nous avons besoin de plus d'aide, nous devons nous concentrer davantage sur ces spécimens. Cela attirera probablement plus de fonds, parce qu'au bout du compte, c'est d'argent dont nous avons besoin pour améliorer cet endroit. À la nuit tombée, Martial et son équipe reprennent la route. Pour tenter d'attirer les lions, ils vont reproduire les gémissements d'un bison dans la nuit. Une méthode pour le moins originale, mais toujours sans succès. Dans cette réserve protégée où il y a beaucoup de braconnage et d'animaux en pâturage, le lion n'aime peut-être pas venir là où il y a des activités humaines. Discret et fragile, le lion d'Afrique de l'Ouest a sans doute préféré s'éloigner de son pire ennemi, l'homme. La mission de Martial Kiki s'achève sans avoir trouvé le moindre spécimen, laissant craindre aux scientifiques que
que les derniers lions de Yankari ont peut-être disparu. Alors revenons à présent rapidement sur les circonstances de l'attentat ce matin en Belgique. Alors Eric, que s'est-il passé exactement ce matin, très brièvement? Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Pierre-Luc, je vous entends bien. Alors très brièvement, que s'est-il passé ce matin? Eh bien, il s'est passé tout simplement un drame, des attaques terroristes, 3 explosions qui ont lieu donc ce matin à Bruxelles, capitale de l'Europe. Elles ont eu lieu 3 explosions, mais en 2 attaques distinctes. Tout d'abord, aux environs de 8 h heure locale, première explosion à l'aéroport de Zaventem, c'est-à-dire l'aéroport international de la capitale belge. Explosion dans le hall d'entrée de cet aéroport, suivi 20 minutes après par une autre explosion. Et là-bas, ça aurait fait déjà 14 morts. Ensuite, 1 heure plus tard, vers 9 h 15 heure locale, une explosion dans une station de métro au centre-ville, tout près des institutions européennes. C'est la station de métro Malbec, comme elle s'appelle. Là aussi, il y a eu donc une explosion qui aurait fait, pour l'instant, avec un bilan provisoire, de 20 morts. Ce qui fait en tout 34 morts jusqu'à présent comme bilan provisoire, mais près de 200 blessés. Ces attaques, j'imagine, ont traumatisé la population. Quelles sont les conséquences sur la vie bruxelloise? Oui, des conséquences énormes, bien sûr. Aujourd'hui, ici, la presse belge, disons, toute l'opinion publique dit que la Belgique a vécu son 11 septembre à elle, un petit peu comme les États-Unis avaient vécu justement en 2001, le 11 septembre. Vous vous rappelez bien sûr cet attentat mémorable, ou Paris, par exemple, récemment, le 13 novembre 2015. Donc, ces attentats ont eu pour conséquence directe 3 jours de deuil, un renforcement drastique des mesures de sécurité, c'est-à-dire que la Belgique est passée au niveau 4 sur l'échelle justement de la menace terroriste. Aujourd'hui, c'est le niveau le plus haut de cette échelle. Et on voit des militaires partout. On a déployé des policiers aussi qui surveillent tous les endroits, notamment en renforcement pertinent au niveau des institutions européennes. Le métro est fermé pour 24 heures. L'aéroport de Zaventem, donc celui de Bruxelles National, est également fermé. Les trains ont repris petit à petit. Et alors, il faut aussi savoir qu'il y a un regain aussi, si on peut dire, d'un sursaut citoyen. Unité nationale, le roi Philippe s'est exprimé ce soir à la télévision. Et environ 500 personnes se sont réunies au centre-ville, sur ce qu'on appelle la place de la Bourse de Bruxelles, où ils ont rendu hommage aux victimes et aussi essayé de montrer que face à cette menace, le peuple belge veut rester debout face à la menace et ne pas plier à la menace des terroristes. Merci à vous Eric. Je rappelle que vous êtes, à nos téléspectateurs, que vous êtes le chef du bureau Vox Africa Belgique. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vox Africa.